Salut YouTube et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts à être étonnés. Et oui, aujourd'hui nous allons parler des chimères au sens large et plus particulièrement des chimères génétiques. C'est un sujet un petit peu technique mais passionnant. Ça fait quelques années que j'ai l'occasion de croiser des articles qui traitent du sujet et je suis bien contente de le partager avec vous parce que ça m'a permis de creuser encore plus, d'en apprendre plus et je peux vous dire que j'ai pas été déçue. Alors pour commencer par le commencement, une petite définition, du terme. Le mot chimère, est d'origine grecque, antique, chimaira. Il désigne d'une part une jeune chèvre sacrifiée à Athéna, avant le départ au combat et d'autre part, l'animal, fantastique, que la plupart d'entre vous connaissez probablement déjà. Vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'en mythologie grecque, il existe toute une flopée de créatures fantastiques, dont, la chimère fait partie. Gaïa et Tartare, à savoir la Terre et les enfers, ont eu, une descendance, ensemble. Entre autres, Typhon, un des titans et Échidna, une créature fantastique, moitié femme, moitié serpent. Ensemble, ils ont eu, toute une marmaille, monstrueuse, entre autres, le sphinx, Cerbère, Méduse, et bien sûr la chimère. Alors il est à noter que, tout ça, ça dépend, des versions, hein. J'aime beaucoup la mythologie grecque, mais, c'est pas toujours évident de s'y retrouver quand on veut, rentrer dedans. Donc, selon les versions, Échidna, a d'autres parents, la Méduse, également. Bon, je vous donne une version, il en existe, d'autres. Donc si vous avez entendu, autre chose, c'est, parfaitement normal. La chimère est donc une créature au corps de chèvre, à la tête et au poitrail de lion et à la queue de serpent. Selon les versions, il peut avoir plusieurs têtes, la tête de chaque animal, il peut cracher du feu. En tout cas, il terrorisait la région dans laquelle il se trouvait et il fut terrassé par Bellérophon, chevauchant Pégase. Désormais, dans le langage courant, chimère désigne d'une part un projet illusoire, on parlera alors de poursuivre des chimères. Cela désigne aussi tout patchwork animalier, en général imaginaire, comme le Sharktopus. Et enfin, cela désigne également les chimères génétiques, ce qui est le sujet du jour. Les chimères en génétique, de quoi s'agit-il? Eh bien, pendant le développement embryonnaire, quelquefois, quand il y a plusieurs, embryons en même temps, eh bien, 2 ou plus, peuvent fusionner ensemble. Alors, il y a plusieurs stades, hein, à cette fusion. Quand on parle de chimère, on parle de fusion complète des 2 individus, mais la particularité est que, l'individu qui résulte de cette fusion, conserve, le patrimoine génétique des 2 individus d'origine dans son organisme. Alors c'est différent des frères et sœurs, siamois, dans le sens où la fusion embryonnaire ne se passe pas au même stade, de la grossesse. C'est également différent des hybrides qui, eux, ne sont pas le résultat de la fusion de 2 individus, mais bien le résultat, de, la reproduction de 2 individus d'espèces différentes, mais qui sont néanmoins sexuellement compatibles et qui, par la reproduction, recombinent leur patrimoine génétique pour en donner un nouveau et donner à ce moment-là des individus avec un patrimoine génétique à part entière, qui sont désormais, des hybrides. Par exemple, le mulet est le croisement entre une jument et un âne, mais il n'y a, pas question de fusion d'embryons, dans ce cas-là, mais bien de, recombinaison, du patrimoine génétique, du cheval, et de l'âne. De plus, les hybrides en général, sont stériles, ce qui n'est pas le cas des chimères. Ce genre de phénomène peut se produire en botanique. Et oui, il peut y avoir des fusions de plantes, d'espèces différentes en un seul individu. Alors cela peut se passer via intervention humaine. Il s'agit alors d'une greffe d'une espèce sur une autre, mais on combine à ce moment-là 2 espèces différentes qui vont en donner une nouvelle.
C'est notamment, le cas, du Crataegomespilus, qui est un croisement aubépine néflier ou encore, le Bisaria, aussi appelé, Cédrat de Florence, qui est un type d'agrume qui, comme son nom l'indique, a une drôle de dégaine. Donc là, c'est ce qui concerne les chimères avec intervention humaine, mais il existe également des chimères végétales, naturelles. Quelquefois, des plantes peuvent fusionner, on a alors, des, fleurs, bicolores, hein, ou encore quelquefois des fruits chimériques comme, le raisin, trésseau panaché qui, possède les couleurs du raisin, blanc et noir en même temps. Le chimérisme chez les animaux peut se produire dans pas mal d'espèces différentes, que ce soit des reptiles, des amphibiens, des mammifères. Chez l'humain aussi, bien sûr, mais ça, on en parlera juste après. Dans des cas où le chimérisme est visible, on va alors trouver des animaux aux caractéristiques physiques assez particulières. Par exemple, ce papillon qui, est, androgyne, à la fois mâle et femelle et ça se voit puisque, il a un côté mâle, ça c'est, l'aile colorée et une partie femelle, la partie, moins colorée. Donc là, on a vraiment une androgynie, tout à fait, symétrique, assez particulière. On a aussi, ce magnifique chat, bicolore, où on voit très clairement, la séparation entre, les 2 individus d'origine, mais n'en formant plus qu'un seul. Alors, peut-être que le phénomène est facilité chez des espèces comme le chat qui ont des portées de, quelques individus, hein, une poignée d'individus et qui, aussi, peuvent, avoir des géniteurs différents sur une même portée. Je pense que pour ce chat, bicolore, c'est ce qui s'est passé, hein. Il devait avoir, l'un devait avoir un papa roux, l'autre, un papa noir et voilà ce que ça a donné, comme résultat. Il existe également, certaines espèces qui utilisent le chimérisme de manière, systémique, donc à savoir, c'est dans leur nature de fonctionner avec le chimérisme. C'est notamment le cas de la fourmi folle jaune, dont les mâles sont des clones issus, d'œufs non fécondés, et sont porteurs du patrimoine génétique maternel et paternel en même temps. Alors ici, je vous ai montré des exemples de chimérisme qui sont relativement visibles, puisqu'on a des caractéristiques des 2 individus qui restent, visibles, à l'œil nu, mais énormément de chimères, sont, tout à fait, indétectables tant qu'on ne fait pas, de test ADN et on va voir ça, tout de suite. Alors, on arrive au gros morceau, le chimérisme chez les humains. Il toucherait une personne sur 76 millions, mais je pense que ce chiffre n'est pas, à prendre trop au sérieux puisque, effectivement, il y a certainement énormément de chimères qui s'ignorent. En effet, comme je vous le disais, précédemment, le chimérisme n'est pas forcément détectable, à l'œil nu. Quelquefois, certaines caractéristiques, peuvent être, visibles, mais même ces caractéristiques, ne sont pas propres au chimérisme et peuvent avoir d'autres causes. De plus, comme le chimérisme peut être indétectable tant qu'il n'y a pas eu de test ADN, il est vraiment très compliqué de savoir, quelle est la proportion réelle de chimères parmi les humains. Les caractéristiques physiques qui peuvent indiquer qu'une personne est une chimère sont plutôt, variées. Alors, comme, les exemples qu'on a vus, précédemment, il peut y avoir, des découpes, de pigmentation. Ça peut se trouver comme dans le cas de Taylor Mull, cette jeune femme qui, est née avec, ce qu'elle pensait être une tache de naissance, mais, qui l'a pas mal troublée, ce qu'on peut comprendre parce que c'est quand même très, très spécial et qui a fini par découvrir que, elle était une chimère et que cette différence était due à la fusion, avec, son jumeau ou sa jumelle. Les yeux verrons peuvent également être, une caractéristique du chimérisme, l'androgynie, donc le fait de naître avec les 2 sexes ou encore des petites mutations telles, un téton supplémentaire ou un doigt en plus. Ou encore des lignes de Blaschko, qui sont des espèces de motifs, qui marquent la peau, qui ressemblent un petit peu à des, taches de naissance ou des cicatrices, voilà, qui peuvent également être des signes de chimérisme.
Alors pour rappel, toutes ces caractéristiques peuvent être des signes de chimérisme, mais pas seulement. Elles peuvent avoir, d'autres causes, des troubles hormonaux, une malformation ou encore une maladie, auto-immune. Mais les caractéristiques les plus importantes sont celles qui sont invisibles. Donc, à savoir, un patrimoine génétique, avec 2 lignées différentes. Il est également à noter qu'il existe d'autres anomalies qui ressemblent au chimérisme, mais qui sont légèrement différentes. On peut parler du mosaïcisme, par exemple, où là, les personnes qui sont des mosaïques ne sont pas issues de la fusion de 2 embryons, c'était bien un seul embryon à la base, mais qui possèdent néanmoins des caractéristiques génétiques différentes au sein de leur organisme. Par exemple, ce jeune garçon qui a été hospitalisé pour, une banale, appendicite, suite aux résultats, il s'est avéré que ce jeune garçon possédait, 2 groupes sanguins. Il existe également le microchimérisme qui est un phénomène qui se produit pendant la grossesse et là, il s'agit d'un échange de cellules entre, le fœtus et sa mère. Mais les cellules ainsi échangées vont subsister dans l'organisme de chacun après la naissance. Ce mécanisme pourrait avoir des bénéfices sur le système immunitaire de l'enfant, mais il peut aussi avoir des effets néfastes, notamment sur l'organisme de la mère et provoquer des maladies auto-immunes. Et oui, l'organisme qui se retrouve avec des cellules étrangères qui subsistent peut vouloir les rejeter, par exemple, ne pas les accepter dans l'organisme et créer ainsi des problèmes de santé. Le premier cas de chimérisme est décrit en 1962 et il s'agit d'une personne née, hermaphrodite et aux yeux vairons. Avec l'avancée scientifique et la démocratisation des tests ADN, eh bien désormais, beaucoup d'histoires de chimères, voient le jour. Désormais, des cas surviennent et bouleversent la vie des chimères qui s'ignoraient et qui auraient probablement préféré que ça reste comme ça. Il existe un grand principe en droit romain qui dit mater semper certa es, donc l'identité de la mère est toujours certaine. Or, vous allez voir avec les cas qui suivent que on n'en est plus là. Le premier cas est celui de Karen Keegan, une Américaine de Boston qui, suite à des problèmes de santé, a besoin d'une greffe de rein. Ces enfants sont alors, testés pour voir si, ils sont, compatibles pour faire un don, à leur mère. Les tests sont effectués et reviennent avec une surprise puisqu'on apprend à Karen Keegan qu'elle ne peut pas être la mère de 2 de ses 3 enfants. Stupeur, bien sûr, Karen Keegan est convaincue que ses enfants sont les siens, mais la science est contre elle. Heureusement, l'hôpital, qui la traite et qui la suit, la connaît de longue date et ne doute pas une minute de, sa bonne foi et de la véracité, de ses propos et donc enquête un peu plus, sur l'affaire. C'est ainsi que la nature chimérique de Karen Keegan, a été, révélée. Chose qu'elle ignorait, totalement bien sûr, ça l'a même pas mal, perturbée puisque, bien que certaine de sa parenté avec ses enfants, elle en est venue à se poser des questions sur la légitimité de sa relation avec eux et même à se demander si, elle était toujours autant leur mère qu'avant, une fois que ce secret était, révélé. Mais l'histoire de Karen Keegan, ça va. Vous allez voir qu'avec le cas suivant de Lydia Fairchild, là, on est sur un autre level de psychose. Lydia Fairchild est une Américaine née en 1976. Elle a, avec son compagnon, déjà 2 enfants et est enceinte du troisième. Malheureusement, le couple est séparé et Lydia Fairchild fait une demande pour avoir une aide afin de pouvoir élever ses enfants. Dans le cadre de la procédure, des tests ADN sont menés pour, confirmer la parentalité, des parents et principalement, en général, c'est l'identité du père qu'on tente de, confirmer par, ces tests.
Alors l'identité du père est confirmée, mais Lydia Fairchild, par contre, est considérée comme ne pouvant pas être la mère de ses propres enfants. De nouveau, réaction d'incompréhension totale. Lydia Fairchild est parfaitement certaine que ses enfants sont les siens. Elle obtient le témoignage de l'obstétricien qui s'est occupé des enfants. Elle produit également les actes de naissance, mais rien à faire. La justice considère que la preuve ADN est indiscutable et commence même à accuser, en tout cas soupçonner Lydia Fairchild de fraude aux aides financières, peut-être également de fraude à la gestation pour autrui ou voire même kidnapping d'enfants. La psychose totale. Lydia Fairchild est donc contrainte de prendre un avocat pour la soutenir dans cette histoire digne de la quatrième dimension. Elle risque carrément de perdre la garde de ses enfants. Je vous le rappelle, la jeune femme est enceinte au moment des faits et donc il y a même dû y avoir un témoin qui a dû assister à l'accouchement pour témoigner que tout se passait normalement et également que des prélèvements sanguins étaient effectués immédiatement après la naissance. Même verdict, elle ne peut pas être la mère de l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Premier fait positif pour Lydia Fairchild, des tests effectués sur sa propre mère, donc la grand-mère maternelle des enfants, montrent que elle est bien la grand-mère des petits. Et donc fatalement, si la grand-mère maternelle est bien la bonne, forcément la mère doit l'être aussi. Heureusement, l'avocat de Lydia Fairchild entend parler de l'affaire Karen Keegan et se demande si sa cliente ne pourrait pas être dans la même situation. Des tests supplémentaires sont alors effectués, mais des tests sur différentes parties de son corps, incluant un frottis. Et à ce moment-là, la vérité éclate. Le haut du corps de Lydia Fairchild et le bas de son corps n'appartiennent pas à la même personne. Là, effectivement, Lydia Fairchild est porteuse de deux patrimoines génétiques différents selon les parties de son corps. D'une certaine manière, elle a donné naissance aux enfants de sa jumelle. Toute cette histoire se termine bien, mais on parle d'une procédure de près d'1 an d'angoisse et de psychose totale. Je vous renvoie vers le documentaire Only Human Chimera, The Twin Inside Me, disponible en anglais sur YouTube, qui retrace ces deux affaires incroyables. Il existe aussi un documentaire Discovery Channel, I Am My Own Twin, que je n'ai pas vu, mais qui traite également de ce sujet, donc si vous voulez creuser, faites-vous plaisir. Je vous mentionne également cet article du Monde, un petit peu technique, mais qui relate plusieurs autres exemples assez intéressants de chimérisme, notamment le cas d'une chinoise qui était enceinte de jumeaux et dont le chimérisme de son enfant a été observé plus ou moins en live, enfin c'est-à-dire que à la première consultation il y avait 2 embryons et ensuite eh bien il n'y en avait plus qu'un. On parle également d'un homme qui a appris son chimérisme dans le cadre de tests ADN en vue d'une fécondation assistée. Alors, je vous parlais tout à l'heure du chiffre de 1 sur 76 millions d'humains qui seraient des chimères, mais je pense que par ce genre de cas, on peut se poser la question de savoir si ce chiffre est vraiment fiable, puisque sans les tests ADN et l'accessibilité aux tests ADN, par exemple, Karen Keegan et Lydia Fairchild auraient vécu toute leur vie sans jamais savoir qu'elles étaient des chimères et sans jamais avoir de problèmes liés à ça. Mais du coup, par rapport à la certitude qu'on peut avoir sur les tests ADN en termes de justice ou encore de garde d'enfants ou de reconnaissance de paternité, eh bien, ça pose des questions. Les chimères interspécifiques sont, comme leur nom l'indique, des chimères entre deux espèces différentes. Ces chimères sont le produit d'expérimentations en laboratoire. On parle alors de fusion d'espèces qui ne sont pas sexuellement compatibles à la base.
Selon la revue Medicine Science, un article de 2021 explique que ce genre de recherche a pour objectif de mieux comprendre le mécanisme de développement de l'embryon humain, mais également de tester l'efficacité de nouvelles thérapies ou encore de pouvoir modéliser le développement de certaines maladies. Sur le long terme, ces recherches peuvent également être utiles en vue de développer des organes à transplanter. Et cet article de Medicine Science décrit les méthodes de travail. Il va sans dire que ces recherches suscitent de nombreux débats éthiques sur la médecine, les limites de la science et les droits du vivant. En 2007, la communauté scientifique de Grande-Bretagne obtient l'autorisation de produire des chimères pour pallier à la pénurie d'ovocytes humains. Effectivement, les ovocytes sont impératifs dans la recherche et cette pénurie empêche la recherche d'avancer et donc l'idée est d'utiliser des ovocytes de lapine et d'y insérer des embryons humains. Les restrictions imposées à la communauté scientifique, d'une part, les embryons ne peuvent pas être transplantés et d'autre part, ils doivent être détruits au bout de maximum 14 jours. Sauf qu'en 2019, ces limitations tombent déjà à l'eau au Japon, puisque ces interdits sont levés en vue d'une étude sur le développement d'un pancréas humain sur des rongeurs en vue de greffe. Et depuis 2021, des embryons de singes avec du patrimoine génétique humain sont cultivés pendant 19 jours. Je vous ai également trouvé cet article de 2023 qui détaille les financements de la Commission européenne dans des projets liés au chimérisme. Donc on parle du projet Chimbreeze. Le site décrit la démarche, les perspectives scientifiques et la définition de chimère selon la communauté européenne. Alors je fais exprès, de rester neutre et d'expliquer, factuellement, les choses parce que voilà, chacun, se fait son avis. C'est un débat, je pense, extrêmement complexe, extrêmement, compliqué puisque évidemment, on ne peut pas, vraiment se plaindre du progrès, en ce qui concerne les greffes, la compréhension de maladies et toutes ces sortes de choses, la recherche, médicale. Hem Des tas de gens ont certainement déjà eu la vie sauve grâce, à ces recherches. Du coup, je vous laisse bien sûr, la liberté de vous faire, votre avis, et de le partager bien sûr si le cœur vous en dit. Moi je serais, ravie, de savoir ce que vous pensez, de cette histoire. Pour terminer sur une touche un peu plus légère, je vais vous parler de la fabrication de chimères. Et oui, les humains aiment bien se faire triper tout seuls et quelquefois ça passe par la fabrication maison de chimères. On peut notamment citer l'affaire du poisson à fourrure qui est un canular qui mine de rien a duré pas mal de temps. Donc un explorateur qui a fait croire qu'il avait pêché un poisson à fourrure. Il s'agissait d'une taxidermie de poisson avec de la fourrure de lapin. Actuellement, il existe également la rock taxidermie. Je sais pas comment ça se traduit d'ailleurs. C'est assez spécial. Je vous ai sélectionné des images pas trop cheloues. Mais si ça vous parle, je vous invite à aller jeter un œil. Il y a des choses vraiment très particulières. Alors personnellement, je suis pas fan de taxidermie, mais je trouve que c'est plutôt intéressant à voir. Donc c'est de la taxidermie qui passe par la mise en scène des sujets ou encore par carrément la mutation, la fusion de plusieurs espèces animales ensemble. Je vous ai sélectionné des œuvres de Sarina Brewer, voilà, que je trouve pas mal et qui nous offre aussi une jolie chimère, que voilà. Voici qui clôture ce sujet sur les chimères. J'espère qu'il vous aura plu et intéressé surtout et n'hésitez pas à me faire savoir, en commentaire ce que vous en avez pensé, mais aussi si vous avez appris des choses avec ce sujet.
Et puis si vous avez des idées, des suggestions, des critiques constructives, eh bien je vous invite, à vous exprimer dans les commentaires qui sont là pour ça. Et aussi, n'hésitez pas à donner votre avis sur, ces affaires de chimères. Personnellement, je savais qu'il y avait des chimères, qui existaient parmi les humains, mais je ne savais pas que la recherche, allait, aussi loin à ce niveau-là, que c'était financé par la Commission européenne et cetera. Si le sujet vous a plu, je vous invite à consulter, l'autre vidéo qui sortira en même temps que celle-ci, qui traite également de génétique, mais cette fois, du bioart, en passant par l'histoire de la génétique. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère. Merci de votre attention, de votre écoute. Ne changez rien et à plus.